Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette session sur le rebranding de l'extrême, 3 mois pour tout changer. Alors, merci d'être là avec nous. On sait que vous aimeriez bien déjà être au bistrot, mais nous aussi d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, on vous a préparé quelques petites mises en bouche en attendant. Alors, première chose, on va se présenter. Moi, c'est Jean-Baptiste et je suis expert Android chez Deezer depuis à peu près 6 ans. Et je suis accompagné de Julie. Bonjour à tous, moi c'est Julie. Je suis dans le développement mobile depuis une quinzaine d'années, donc principalement Android. J'ai fait un petit passage Xamarin, Flutter, et ça fait maintenant 2 ans que je suis experte Android chez Deezer. Et c'est rigolo, on a un petit air de déjà-vu, tu trouves pas? Effectivement, on était déjà là l'année dernière, même endroit, même heure avec vous. Hein, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout changé. Pas du tout, j'ai un petit peu le ventre un peu rétréci, non? Oui, excuse-moi, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est rétréci, j'ai l'impression que la salle a un peu rétréci aussi. Ouais, on n'a pas eu le droit au grand amphi cette année, mais bon. Qu'est-ce qu'on avait présenté d'ailleurs? Et ben, l'année dernière, rappelez-vous, on vous avait présenté notre design system en compose. Donc, si jamais vous voulez aller la revoir, vous avez le QR code ici. Et d'ailleurs, on vous l'avait présenté qu'on ne l'avait même pas mis en prod. Bon, heureusement, on l'a mis en prod 3 semaines après, vraiment, sans aucun souci. Donc, ouf, tout allait bien. Tout s'est bien passé. Et heureusement d'ailleurs, puisque quelques jours après cette mise en prod, on reçoit Alexis, notre VP Design, qui vient avec un tout nouveau challenge. Et on nous propose de faire le rebranding de notre application. Et oula, tout va trop vite. Et avec une information pas des moindres, c'est qu'on a une deadline. La deadline, c'est le 7 novembre. Donc si je calcule bien, ça nous fait 3 mois pour faire un rebranding complet de toute l'application. Donc qu'est-ce qu'on fait? On accepte ce challenge? Ouais, en 3 mois, t'es sûr? Je sais pas, hein, ça paraît chaud quand même. Eh bien, non, parce que oui, c'est chaud, c'est du travail, mais on est chaud, on y va, on a envie de le faire, donc on relève ce challenge. Mais avant de vous présenter comment on a mené ce rebranding, déjà, on va revenir vite fait sur pourquoi Deezer a choisi de faire son rebranding. Eh bien, bon, vous avez tout découvert d'un coup. Eh bien, en fait, Deezer, le rebranding, ça s'inscrit dans une volonté plus large de venir repositionner la marque et de la rendre plus différenciante par rapport aux autres plateformes de streaming. Également, on souhaite rajeunir l'image de Deezer parce qu'on a notre nouvelle cible qui est les 18-25, donc on veut plus parler à cette cible-là. On veut renforcer l'identité graphique de Deezer et on souhaite renforcer aussi l'engagement de toutes les personnes qui sont autour de Deezer, donc à savoir les artistes, leurs fans et les partenaires. Et donc, ce rebranding, c'est un peu le message au grand public que chez Deezer, ça va bouger. Je suis vraiment désolée, on avait testé la télécommande, mais ça ne se passe pas comme prévu. Donc aujourd'hui, on va vous raconter une belle histoire. Donc, c'est l'histoire de notre rebranding. Et donc, c'est ce marathon qu'on a couru tout l'été dernier et même jusqu'à l'automne parce que, je vous le rappelle, notre ligne d'arrivée, c'était le 7 novembre. Donc, revenons un peu en arrière. On est le 3 juillet, soit 127 jours avant notre rebranding. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on va faire un rebranding. On a cette date butoir, mais à part ça, on ne sait pas trop où on va. Donc, on fait un petit état des lieux et on a quoi? On a une application qui a 15 ans. Donc 15 ans, vous imaginez aussi 15 ans d'API Android, de couches d'architecture, de revues de design aussi. On a des couleurs un peu partout dans l'application, des thèmes qui ne matchent pas avec notre design system. On a des valeurs en dur à droite, à gauche. Et on a aussi ce logo, notre logo Deezer, qui est un peu partout dans l'application. Et aussi, on a l'information que nos designs finaux ne seront pas dispo avant septembre. Donc, en gros, on a un gros chantier qui s'annonce à nous, mais on n'a pas trop de visibilité sur à quoi va ressembler notre application finale. Bon, là, on se dit, comment on va s'y prendre? Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait en ce moment-là? On part en vacances, non, je crois. Je pense que c'est une idée pas mal, mais bon.
Congé mater, ouais, c'est exactement ce que j'ai fait, mais il y avait d'autres personnes dans l'équipe. Il y avait d'autres personnes dans l'équipe et ils se sont lancés parce qu'eux, ils travaillaient quand même. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de passer notre application en Barbie. Alors, on n'a pas vraiment créé une application Barbie. C'est juste qu'on a repris notre application, l'application Deezer, et on est venu surcharger tous les tokens de notre application. Donc, par exemple, pour les couleurs, on est venu remplacer par plusieurs couleurs, dont du rose. Pour la police, on a surchargé avec un magnifique comics sans MS. Et tous les icônes, on est venu remplacer par une icône générique. On a choisi celle-là, l'icône de Compose. Donc voilà, on a lancé notre appli Deezer avec ces tokens surchargés. Et, waouh, magnifique. Mais ce qu'on a fait, ce n'était pas juste pour troller l'équipe design. C'était aussi pour venir identifier dans l'application les endroits qui ne respectaient pas le design system. Donc, par exemple, on voit dans ce premier exemple, c'est notre écran de login, le bouton de login, OK, il a l'icône générique, mais par contre, il est encore en corail. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être une couleur qui traîne quelque part, le corail étant notre couleur d'avant. Si on regardait l'écran de recherche, on voit qu'ici, on n'a pas notre comics sans MS. Donc, sans doute que ces textes ne suivent pas un style. Et enfin, à cet endroit-là, ici aussi, pas de comics sans MS. Et on voit les icônes ne sont pas les icônes génériques. Donc, des choses en dur. Donc, c'est là, à travers cet inventaire, qu'on s'est rendu compte qu'on allait devoir mettre à plat tous les tokens de notre design system. Et au-delà de l'usage de notre design system dans notre application, on en a également profité pour restructurer un petit peu les fondations du design system lui-même et en particulier des tokens. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de remettre de la cohérence et de la consistance entre la structure de tous nos tokens, en ayant systématiquement d'un côté des core tokens et des semantic tokens. Donc, ce qu'on appelle les core tokens, chez nous, c'est simplement des noms posés sur des valeurs brutes, comme on peut voir des exemples ici. Et les semantic tokens, ça va vraiment se rapprocher d'un usage, et c'est vraiment ça qu'on va utiliser dans tous nos composants et dans notre application. C'est vraiment ça qu'on va retrouver derrière dans les thèmes, ce que vous connaissez, thèmes matériels, etc. Deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé aussi d'ajouter plus de contextualité et de flexibilité dans nos tokens. Je donne un exemple. La couleur d'accent, on avait historiquement que 3 couleurs disponibles. Ça ne nous convenait pas parce qu'une couleur d'accent, en fonction de si elle est appliquée à un background d'un bouton ou à un texte ou à une icône elle-même, on n'a pas les mêmes contraintes d'accessibilité et on aimerait pouvoir potentiellement avoir des valeurs différentes, d'accord, pour une future couleur. Donc, on a augmenté le nombre de couleurs dans nos couleurs sémantiques. On est passé au total d'une vingtaine de couleurs au total dans notre thème à en plus de 150 couleurs. Alors, en parallèle de ça, l'équipe design, elle charbonne et il travaille dur. On est accompagné par le studio Koto et non pas par un stagiaire, comme ça a pu être mentionné sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et ils vont travailler sur créer des sketchs de l'app, mais aussi tout ce qui est autour de la communication, marketing, etc. Vraiment tout ce qui est autour de la marque Deezer. Et notre équipe design, elle va venir traduire, donc ces sketchs en un design de produit, en prenant en compte du coup les contraintes techniques et en ayant du coup un design réaliste. Alors maintenant on avance, on arrive au 10 août. Le 10 août, on n'a toujours pas de design finaux, c'était prévu pour septembre de toute façon, mais on nous présente quand même déjà pas mal d'explorations. Et le design a plein d'idées. Ils aimeraient bien un petit peu évaluer ces idées face à la réalité et face à la faisabilité technique, surtout en prenant en compte le temps très serré du projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on repart en vacances. On repart en vacances. Il n'y a rien qui est prêt. Allez, non. Nous, ce qu'on va choisir de faire, finalement, c'est plutôt de travailler sur des proof of concept pour tester un petit peu la faisabilité des concepts qui ont été proposés par le design.
Alors, premier exemple, ça c'est vraiment un screenshot qui nous a été envoyé par le design. On nous a demandé, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est un header. À gauche, il faut comprendre que c'est la version étendue. On va imaginer qu'en background, on aurait peut-être une image avec il y a différents blocs, ça va être des textes, des actions, etc. Et à droite, ça va être la version compacte, une fois qu'on aura swipe up notre header. Donc il faut imaginer comment est-ce qu'on arrive à passer de l'un à l'autre en déplaçant les blocs de manière continue, progressive. Ça ne nous paraissait pas forcément trivial à première vue. Eh bien, on fait un petit proof of concept. Et hop, finalement, hop, on n'y arrive pas. Ça va pas du tout. Où est-ce qu'on est là? On est au tout début. Au tout début. On repart en vacances. Je crois que c'est ça. Une bonne idée. Allez, ça va aller vite. Je sais pas si on n'a pas des interférences avec un. Bah, je sais pas. Parce que j'avais déjà eu ça avec le clavier, une dernière. Je vais faire au clavier peut-être pour les prochaines. Ce sera plus facile. Désolée pour ce contretemps technique. Allez, on y arrive. On en était là. On fait un petit POC. Et bien finalement ça se fait, non? Alors comment est-ce qu'on a fait ça? Du motion layout, bien sûr. Hein, après avoir attendu pendant des années que ça passe les phases de alpha, de bêta, etc., et bien finalement on peut l'utiliser. Et ça nous sauve pas mal d'ailleurs dans ce cas-là. Alors il faut prendre en compte que à Deezer on a encore beaucoup d'écrans en XML et déjà un certain nombre d'écrans en Compose puisqu'on est en train de migrer comme on vous l'a présenté l'année dernière. Donc il nous faut tester dans les deux technos. Heureusement Motion Layout, on l'a testé dans les deux et ça marchait très bien pour nous. Donc on a pu y aller banco. Deuxième exemple, le mini player. On aimerait pouvoir passer d'un mini player globalement collé sur les bords, etc., à un mini player qui est flottant. En soi, là, il n'y a pas vraiment de surprise, pas vraiment de problème. Ce qui nous dérangeait peut-être, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la transition, puisque ce player peut s'étendre vers un full player. Ça ne me paraissait pas forcément trivial non plus à première vue. Proof of concept, finalement, oh, c'est pas si mal. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas encore, hein, mais là, on est vraiment sur le proof of concept qu'on a fait à l'époque, en un jour, 2 jours. Comment est-ce qu'on a fait ça? Du motion layout, encore une fois. Donc, ce n'est pas pour vous le survendre, mais c'est vrai que ça nous a bien servi. On remplace vraiment notre vieux composant, qui était un composant custom basé sur du sliding up panel, par un motion layout. Alors, ça va quand même impliquer peut-être pas mal de risques, puisque ça nous demande de vraiment remplacer entièrement un composant par un autre sur un composant qui est vraiment très sensible dans l'application, le player. Pour limiter les risques, ce qu'on a fait, c'est qu'on y allait par étapes. Premier état, c'était notre ancien player, et on l'a remplacé par un motion layout directement dès qu'on a pu. Donc, on était en mi-août, on a travaillé dessus tout de suite. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez voir, avec aucun changement visuel. Donc on a remplacé par notre motion layout, mais avec l'ancien style. De sorte qu'on a pu le sortir très tôt, on a pu le sortir à peu près en mi-septembre, ce qui nous a permis de déceler un certain nombre de bugs et de problèmes et de travailler, de les corriger dessus en amont, avant la date butoir du rebranding. Donc ça, c'est sorti vraiment en production en mi-septembre, de sorte qu'on puisse arriver pour le rebranding avec l'état final. Cette fois-ci, pour passer du 2 à 3, il y a eu en réalité 3 lignes de code qui ont changé. C'était des paddings et 3 arrondis. Et cette fois-ci, sans prendre aucun risque. Et ça s'est passé juste pour le 7 novembre. Allez, on avance. On arrive au 31 août. 31 août, on est la veille de la rentrée. On sait qu'on va avoir les designs demain. Et on aimerait bien un petit peu savoir comment est-ce qu'on va s'organiser sur le projet, parce que ça va quand même être un sacré morceau. Alors on ne sait pas encore exactement comment est-ce qu'on veut s'organiser, mais on sait exactement sur les projets passés qu'est-ce qui a pu mal se passer. Et donc on aimerait bien un petit peu anticiper des actions pour éviter que ça se passe mal dans le même sens.
je rappelle un petit peu le contexte. Donc, on aura les designs demain. On veut sortir l'application pour tous les utilisateurs le 7 novembre à 7 h du soir. On ne peut pas faire de bêta, alors qu'on en faisait une bêta de 2 semaines en temps normal, parce qu'on doit révéler pour tout le monde en même temps le nouveau design. Pas de progressive rollout, exactement pour les mêmes raisons. Et donc, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait aller mal. Alors, il y en avait beaucoup d'autres. Je vous ai listé qu'un petit sample. Alors, déjà, les changements de scope et de priorité en plein milieu du projet. On sait que ça ne doit jamais arriver, mais on sait bien que ça arrive encore. Des designs ou des specs qui sont peut-être trop ambitieuses par rapport surtout au temps très serré. Un big rush jusqu'à la dernière minute en multipliant les risques, voire les bugs qui arriveront en production. Et enfin, des assets, des icônes et logos qui arriveront jusqu'à la dernière minute, quasiment la veille du rebranding. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a de toute façon annoncé dès le départ, qu'on aurait ça le dernier jour. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vous ai listé quelques petites actions, mais dans le mauvais ordre. Alors, je vais essayer de retrouver le bon ordre. Allez, je vous donne les réponses. Pour les scopes et changements de priorité, on a demandé vraiment au management de se commit sur le scope et les priorités de sorte que ça ne bouge plus. C'est juste histoire de dire les choses, mais ça va vraiment aider à la poursuite du projet. Pour les designs qui étaient trop ambitieux, les specs, etc., qui paraissaient pas faisables dans le temps imparti, ce qu'on a fait, c'est que vraiment l'équipe tech a eu beaucoup plus de liberté et d'autonomie pour proposer des alternatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris les spécifications comme une source absolue de vérité où on devait faire du pixel perfect. On les a plutôt pris comme des concepts généraux sur lesquels on venait essayer de s'en rapprocher le plus possible avec nos moyens, avec l'existant, avec des composants natifs le plus possible et avec nos différentes techniques. Pour le big rush jusqu'à la dernière minute, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a rien prévu du tout pendant le dernier sprint. De sorte qu'on a pu, ça a permis de faire un petit peu buffer sur les développements qui étaient éventuellement, qui dépassaient un petit peu et qui avaient besoin d'un petit peu plus de temps sur la fin. Et ça nous a aussi permis de donner du temps pour faire du polish, c'est-à-dire un petit peu fixer toutes les choses qu'on aurait pu manquer pendant le développement. Et enfin, pour le dernier point sur les assets qui arriveraient en dernière minute, on a demandé au design de nous les fournir par batch et par ordre de priorité. De sorte qu'on a commencé avec seulement 10 icônes sur plus de 150, mais c'était les 10 icônes qui représentent déjà la majorité de la visibilité dans l'application. Si on prend tout ce qui est dans la bottom navigation et dans le player, globalement, on a déjà vraiment ce qui est le plus visible. Et on a reçu comme ça 7-8 badges d'icônes, et en réalité, pour le jour de la sortie, on n'avait intégré que la 4e. Ce n'était pas un problème, parce qu'on couvrait déjà 97-98% de ce qui était réellement visible aux utilisateurs. Allez, ça y est, on arrive au 1er septembre et c'est la rentrée. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est tout noir? Encore un problème technique? Ah bah non, il y en a marre. Mais non, pas du tout. Au contraire, on reçoit nos nouveaux designs, enfin. Donc on découvre notre nouvelle identité, on découvre ce mauve, les nouveaux icônes et vous n'êtes pas passé à côté, mais ce magnifique cœur mauve qui vibre. Donc voilà, on a nos designs, mais je vous rappelle, on est le 1er septembre. Donc on est quand même un peu short en timing. On sait qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est à partir de ces designs, d'identifier quelques composants clés sur lesquels on allait faire la migration du nouveau design. Donc ici, on vous en présente quelques-uns. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y en avait beaucoup. Et donc là, le travail qu'on a dû faire, c'est de venir prioriser ces composants parce que le souhait, c'était vraiment d'avoir un impact très fort dans l'application en termes de rebranding. Donc, comme ça, vous, comment vous auriez priorisé ces composants? Vous auriez commencé par quoi, par exemple? Eh bien, nous, on a choisi de commencer par les petites choses, donc les tokens. Donc, comme les couleurs ou les typographies. Alors pourquoi? Parce que, ok, c'est des petites choses, mais comme c'est présent partout dans l'appli, on allait directement avoir un impact très fort et très visible et très homogène à travers tous nos écrans. Donc on est parti sur ce constat. De la même façon, on a embarqué des petites choses comme les icônes et les boutons, parce qu'ils sont partout dans l'application.
Et après, dans notre priorisation, on a pu s'attaquer à des composants un peu plus gros, comme par exemple ce header. Le header, c'est un composant clé sur lequel on a sur lequel on a jugé que c'était important de faire un relooking. Et d'ailleurs, ça fait plutôt du sens dans notre priorisation, parce que comme vous pouvez le voir, notre header, on n'aurait pas pu le migrer sans avoir en avance migré les couleurs et les boutons, parce qu'ils les contiennent. Donc voilà, après ça, il y a eu les composants un peu plus gros, et on a même, en bout de chaîne, intégré un écran complet. Donc ça représente beaucoup de travail, mais pour le coup, c'est l'écran des favoris de l'utilisateur. Et c'est un écran qui est très charnière dans l'application, et clairement, il avait besoin d'un bon coup de relooking. Donc on a choisi de l'intégrer, de le prioriser. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière à notre conférence sur le design system, peut-être que vous voyez un petit peu le parallèle avec la façon dans laquelle on a migré notre design system, à savoir commencer par les petits composants pour pouvoir migrer les composants de plus en plus gros jusqu'à pouvoir migrer la quasi-totalité de l'application. Donc voilà, on a nos composants à migrer. Comment on s'y est pris ? Et déjà, on a la chance d'avoir plusieurs équipes de dev chez Deezer. Donc, première action, assez logique, c'est qu'on a été chercher du renfort. Donc, toutes les équipes Deezer se sont concentrées sur un seul objectif, le rebranding. Et dans ce format un peu particulier, et puis avec une équipe grossie, on a aussi adapté nos process. On est parti sur du Scrum of Scrum. Alors, le Scrum of Scrum, pour qui ça n'évoque pas forcément quelque chose, c'est finalement un Scrum classique, sauf qu'on va avoir un représentant par stack. Donc un Android, un iOS, un product, un design. Et donc tous ces représentants vont venir, selon des rituels de Scrum classiques, se réunir, échanger, collecter des infos pour après venir les dispatcher à leurs équipes respectives. Et ce qui est super intéressant du coup pour les équipes de dev, c'est qu'il y a 0 réunion. Donc ils peuvent rester focus sur leurs tâches. Et finalement, toutes les infos dont ils ont besoin, leur représentant va venir leur donner. Donc avec ça, on peut avancer. Et dans cette aventure un peu particulière et en plus des méthodologies, on a dû faire plus que d'habitude, bien sûr, preuve d'esprit d'équipe. Parce que on l'a assez répété, mais il y avait beaucoup de choses à faire et on n'avait pas beaucoup de temps. Donc là, clairement, il fallait que tout le monde s'entende, que tout le monde aille dans la même direction. Parfois, mettre un peu les égos de côté selon les équipes, parce qu'il fallait qu'on aille main dans la main dans le but de ce rebranding. Donc, c'est ce qu'on a fait entre les équipes techniques, design et product, c'est qu'on a priorisé tous ensemble les choses à embarquer, donc en prenant en compte l'impact pour le product et aussi les contraintes techniques pour nous côté tech. Et donc, chacun a dû mettre un peu plus d'eau dans son vin. Et on a dû accentuer, entre autres, la communication, surtout avec le design, parce que là, c'était important qu'on ne loupe rien. Il ne fallait pas qu'on loupe une priorité, qu'on ne soit pas raccord entre les plateformes. Et d'ailleurs, les équipes design et product ont dû faire un peu plus de flexibilité, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'idée, ce n'était pas de faire du pixel perfect, pas du tout. C'était plutôt de faire des compromis pour aller plus vite et donc pouvoir embarquer plus de choses pour cette première version du rebranding. Et ça a été chouette pour les équipes de dev parce que ça nous a donné plus d'autonomie. Ça nous a permis, plus que d'habitude, on va dire, de pouvoir prendre des initiatives et proposer des alternatives design qui paraissaient techniquement moins coûteuses. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place surtout sur cette aventure-là, mais qu'on a après gardé dans notre façon de faire parce qu'on trouvait que ça améliorait quand même notre esprit d'équipe. Et donc, on a également revu notre routine de delivery et de test. Déjà, on a adopté le merge first. Donc, contrairement à d'habitude, on va, une fois que la PR est validée, on va l'envoyer en QA pour le merger. Là, on mergeait direct sur notre branche de rebranding. Et tous les jours, on faisait une nouvelle livraison. Donc, avec Firebase Distribution, on avait tous les jours une nouvelle version du rebranding qu'on fournissait aux QA. Et les QA, ils venaient tester en lot tous les tickets de la veille. Et cette livraison quotidienne n'était pas seulement à destination des QA, parce qu'on avait aussi tous les employés Deezer qui recevaient cette livraison. Et donc, tout le monde chez Deezer avait tous les jours une nouvelle version du rebranding et pouvait faire leur feedback sur cette version. Et pour cela, on a utilisé simplement un channel Slack pour faire nos feedbacks.
Et ça a très bien marché. On avait tous les jours des dizaines de feedbacks, donc que ce soit pour Android, iOS et web. Et donc, à partir de ça, on recréait des tickets pour venir les prioriser. Et on relançait la boucle pour avoir ce flot quotidien de livraison et de test. Maintenant, quelques petites tips sur des choses qui nous ont bien aidés. Ça a été de créer parfois des petits outils techniques dédiés. On va prendre l'exemple du player. On a fait évoluer notre algorithme de color picking sur le player qui prend la couleur principale de la cover pour la transformer. L'algorithme, si on voulait le tester vraiment dans l'application, ça prendra énormément de temps. Donc pour itérer beaucoup plus facilement, on a créé un petit outil dédié, ce qui nous a permis de tester très rapidement notre algorithme et ainsi d'itérer beaucoup plus vite et pour obtenir le résultat qui était attendu. Un autre petit point un peu pratique, comme on le disait tout à l'heure, on a une application qui est vraiment maintenant hybride, on a encore énormément d'XML, on est en train de migrer vers du Compose. Notre target, c'est évidemment Compose, on a notre design system, etc. Et on n'a pas envie de faire le travail deux fois. Donc surtout, sur tous les éléments qui vont être soit nouveaux, soit qui vont beaucoup évoluer, on va vouloir essayer de les faire une seule fois. On va prendre l'exemple du bouton. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déjà un bouton qui était relativement bien dans notre nouveau design system en Compose. Donc, on l'a fait évoluer. Mais pour éviter de devoir l'implémenter from scratch également pour les XML, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement créé une custom view qui va seulement encapsuler du Compose. Et derrière, ça va être intégrable de manière quasiment transparente. Donc, les centaines d'usages qu'on peut avoir dans l'application dans du XML seront très facilement faciles à migrer. Un petit point sur la stratégie de déploiement. On a décidé de faire un code freeze 2 semaines avant la date finale. Pourquoi? Parce que par le passé, on a déjà eu un certain nombre d'occurrences où les validations des stores pouvaient être longues. Des fois 1 semaine, des fois 2 semaines. Ça restait de manière exceptionnelle, mais si ça tombait là, on ne pouvait pas se permettre que ça nous fasse manquer notre rebranding. Du coup, on a soumis notre application 2 semaines en amont sur les stores, ce qui laissait largement le temps à Google et Apple de les valider tranquillement. Bien sûr avec du managed publishing pour que ça ne parte pas directement aux utilisateurs et qu'on garde la main pour pouvoir envoyer aux utilisateurs le 7 novembre et on l'a fait le 7 novembre à 4 heures. Pendant ces 2 semaines, on ne s'est pas non plus tourné les pouces. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité pour aller corriger les bugs qu'on a détectés qui étaient les plus importants, qu'on a détectés après ce code freeze, de sorte de pouvoir soumettre cette fois-ci une nouvelle version le jour J+1, donc c'était le 8 novembre. En pratique, on a eu la chance et ça a été validé très rapidement, mais on a évité comme ça tous les risques. Et ça y est, on arrive au jour J. On est le 7 novembre, ça y est, c'est le jour J. Et c'est le lancement de notre rebranding. On y est. Waouh! Waouh! Et donc, on a notre equalizer coloré qui laisse place à ce gros cœur mauve. Donc, on le disait, le 7 novembre à 16h, on a publié les 2 applications mobiles Android et iOS qui attendaient au chaud sur les stores. Et pourquoi 16h? Parce qu'on avait le soir un événement à 19h qui porte le nom de Deezer Drop. C'est une conférence de presse qu'il y a eu à Paris au cours de laquelle on a révélé notre nouvelle identité et notre nouvelle signature qui est Leave the Music. D'ailleurs, il y a Jane qui est passée pour la petite info. Vrai. Il y avait Jane. Et donc, pour que tout ce petit spectacle se passe bien, allons voir ce qui s'est passé du côté de Backstage. Les armées de Deezer sont quand même restées sur site pour remplir leurs devoirs. Parce que, en plus des applications mobiles, il y avait le front à livrer, donc l'appli web. Et c'est pas juste les applications, c'est aussi toutes les images qui sont contenues dans l'application. Donc, il fallait mettre à jour les images parce qu'elles peuvent contenir des logos, des fontes, mettre à jour tout le contenu éditorial.
Et en plus, on a eu en parallèle une campagne CRM qui a permis d'aller inciter nos utilisateurs à venir mettre à jour leur application. Parce que pour rappel, on ne fait pas de bêta, parce qu'on voulait garder la surprise. Donc on y va, on publie une application en prod, une publication qui a des millions d'utilisateurs. Donc on est chaud, c'est audacieux, c'est un peu risqué, mais on a pris le risque. Et on a pris le risque, pourquoi? Entre autres, parce qu'on a beaucoup d'outils de monitoring dans l'application. Donc on peut surveiller, depuis le site, on surveille les vitals, on a aussi Crashlytics pour surveiller les crashs. Et donc on a tout un panel comme ça de monitoring qui nous permet de suivre la mise en prod. Et tout se passe bien en fait, donc on a bien fait de prendre le risque. Enfin, tout s'est presque bien passé. Parce qu'à un moment, on a vu ce graphique qui s'est un peu affolé, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? C'est le graphique d'accès à des images. Bon, apparemment il y a un problème. Et juste après, on reçoit ce screenshot, donc c'est l'écran de recherche. Et effectivement, il a l'air de manquer des images. Bon, à partir de ça, on a pu mener l'investigation. On a pu trouver rapidement un fixe et le déployer. Bon, c'est évidemment le back qui l'a déployé parce qu'ils ont une plus grande souplesse que nous pour pouvoir être en production. Et donc, grâce à ces outils de monitoring, vous pouvez le voir sur le graphique, c'est en moins de 2 heures, on a pu régler ce problème sur Android, donc c'est top. Et pour la petite histoire, le fixe qu'a fait le back-end a eu un impact sur l'application iOS en revanche. Donc, tant pis iOS, mais nous, on a fait notre job et c'est plus notre problème. C'est plus notre problème. Et voilà, le grand jour est passé. Qu'est-ce qui se passe après? On va voir un petit peu ce qui se passe au bout de 2 semaines. Donc, après ce jour du rebranding, on arrive 2 semaines après, on a lancé notre campagne de marketing. Et là, vous avez probablement vu à la télé, dans les abribus, dans les affiches, partout dans la rue. C'était important parce qu'on avait quand même un changement de marque, un changement de logo extrêmement important. Et donc, il fallait vraiment imprimer ce nouveau logo dans les esprits. D'accord ? Donc, il fallait vraiment frapper un grand coup. Et on a eu également beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, positif, négatif, beaucoup de négatifs. Hein. C'est quelque chose auquel on s'attendait. Hein. La nature humaine n'aime pas trop qu'on change ses habitudes. Donc, voilà, c'était pas vraiment une surprise. D'ailleurs, je ne sais pas si El Mouillard est dans la salle. Non. Mais c'est quelque chose qu'on a également pu observer sur les stores au niveau des notes. Et de la même manière, on a vraiment observé une grosse augmentation des notes en général, positif, négatif, avec effectivement un peu plus de négatif que d'habitude. Pour les raisons qu'on a évoquées juste avant, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal sur le moment, 10 novembre, mais sur le long terme, ça remonte, et ça remonte bien. Donc, il ne faut pas forcément se cantonner à 3 jours après, 2 semaines après. Il faut vraiment voir l'impact que ça va avoir sur le long terme. Et pareil sur les installations, on peut voir, donc on peut imaginer un gros pic d'installation pile au moment du rebranding. C'est quelque chose qui va finalement s'équilibrer sur le long terme, mais qui va quand même rester à un niveau plus élevé qu'avant. Et on aura quand même finalement réussi à augmenter notre base d'utilisateurs, mais aussi à avoir un impact positif de la perception de la marque. Hein, en France, on râle beaucoup, mais dans le reste du monde, ça a été vraiment particulièrement bien accepté, et en particulier au Brésil, qui est notre premier marché en termes de nombre d'utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous servir pour des projets similaires? Première chose, un rebranding, c'est d'abord du design system, design system, design system. Si vous en avez déjà un, c'est vraiment là que vous pourrez aller le plus loin, le plus rapidement possible. Il n'empêche que c'est quand même intéressant d'aller vérifier est-ce que vous appliquez votre design system partout dans l'application, comme on a vu avec notre thème Barbie, et est-ce qu'il est suffisamment robuste à des changements, est-ce qu'il correspondrait vraiment aux besoins de nouvelles couleurs, etc. Et éventuellement, ça peut être intéressant de le retravailler, comme on a pu le faire dans notre structuration des tokens.
Deuxième point, ça peut être intéressant de déployer des refontes techniques en amont, qui sont vraiment de la pure anticipation. Comme on a pu le faire pour les players ou pour la restructuration des tokens, ça permet de limiter les risques pour le jour du rebranding. D'autant que si pendant le rebranding, on ne peut pas faire de bêta ni de progressive rollout, c'est très intéressant. Ensuite, plutôt que d'attendre que le projet capote et se passe mal, on va plutôt essayer d'anticiper tout ce qui pourrait aller mal, de sorte que ça n'arrive pas cette fois-ci. D'accord ? Et pour faire vraiment de ce projet-là en particulier une réussite. Dans ce genre de projet, en général, il y a beaucoup trop à faire. On ne pourra pas tout faire. Donc la priorisation, c'est vraiment une étape clé. Et ce qui va être très très important, c'est d'essayer de maximiser l'impact, c'est-à-dire de prendre ce qui va avoir à la fois le plus d'impact pour les utilisateurs avec le rapport sur le coût de développement. D'accord ? Donc il faut vraiment prendre ça en compte pour essayer d'avoir le maximum d'impact lors de la sortie. De même, c'est ce genre de projet en général exceptionnel. Les conditions sont souvent un peu différentes de d'habitude. Chez nous, ça s'est traduit notamment par des équipes largement grossies, avec tout le monde qui travaille sur un seul sujet. Et donc, il a fallu s'adapter, notamment en adoptant du Scrum of Scrum, mais aussi en ayant notamment plus d'autonomie pour les équipes de dev, pour proposer des alternatives et ainsi pouvoir aller plus vite. Le fait de délivrer de manière continue, en interne bien sûr, c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique pour nous. Ça nous permet à l'ensemble de Deezer déjà, de votre entreprise, de voir l'avancement du projet, éventuellement réorienter les priorités en cours si jamais il y a besoin, mais aussi détecter vraiment en amont tous les problèmes qu'il peut y avoir lors du développement. Et enfin, des outils de monitoring extrêmement importants pour le jour de la sortie, pour pouvoir vérifier la stabilité de vos applications et dans un second temps, suivre un petit peu aussi la réaction des utilisateurs et l'impact de ce rebranding. Est-ce que ça aurait été plus positif, négatif, etc. Avec tout ça, je vous laisse encore un petit lien. C'est un podcast qu'on a fait chez Deezer qui s'appelle This is la Tech. C'est notre podcast technique dans les coulisses d'un rebranding où je parle avec mes collègues iOS et Design pour aller encore plus loin sur le sujet du rebranding. Et avec tout ça, on vous remercie. Je pense qu'on a peut-être encore quelques minutes pour des questions. Mais juste après, on a un office hour à 12h25. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir nous voir pour en discuter plus en détail. Et là, vous avez le lien des slides que vous venez de voir. Merci. Merci. Et c'est parti pour les questions.